You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. Gotham lies in ruin, and I turn my gaze to the world beyond. The legend of the Batman will be worth nothing at all. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Nom de Zeus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle version de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Donc, quelles sont les nouveautés? En fait, comme je vous l'avais dit dans le bilan, j'ai fait un petit point sur la première année d'existence de cette chaîne. Et effectivement, il est ressorti que quand je sortais 2 émissions de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, plus une émission de Qu'est-ce qu'on lit ce soir par semaine, 3, ça vous faisait trop. Donc les gens n'arrivaient pas à suivre, beaucoup décrochaient. Donc ça faisait que beaucoup d'émissions passaient un peu inaperçues. Donc c'est dommage, quoi, parce que bon... j'ai pas vocation effectivement à faire des millions de vues, hein. Je me contente très bien de mes 100 vues par vidéo. Et c'est vrai que c'est dommage de voir que là, pendant que j'étais absent, j'ai fait des petits rediffusions entre guillemets de vieux titres. Et là, on disait ah bah tiens, celui-là je l'avais pas vu, c'est pas mal. Donc effectivement le constat était sans appel, 3 émissions par semaine c'était trop, donc il fallait réduire la voilure. Sauf qu'en fait, moi dans un sens ça m'embêtait parce que je regarde beaucoup de films ou de séries, c'est vrai, mais je lis aussi beaucoup de mangas, beaucoup de comics. Et donc devoir me limiter, parce que forcément s'il y a une par semaine ça marchait pas, il allait falloir réduire, ou en tout cas ne pas augmenter. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à traiter tout ce qui me plaît. Donc du coup, c'est m'est venu cette idée, c'est qu'en fait, au lieu de faire une vidéo par semaine sur un titre, je vais sortir une grosse vidéo par mois, qui en fait va revenir sur toutes les sorties du mois passé. Voilà, où je vais vous parler donc des séries que je lis, mon avis sur les tomes en cours, voire aussi parler un peu plus de certaines séries marquantes qui sont arrivées à un tournant dans leur histoire de publication. Et donc voilà, donc on va commencer donc avec cette première émission sur les sorties du mois de janvier. Et c'est parti tout de suite après le jingle. Donc maintenant nous allons parler des sorties du mois de janvier. Qu'est-ce que les éditeurs nous ont concocté pour ce début d'année, ce qui faisait suite au mois de décembre et donc une fête de Noël qui était assez chargée. Et le mois de janvier, très souvent lui aussi il s'avère être assez chargé, puisque c'est souvent là que certaines séries un peu mises de côté ressortent pour un début d'année pour faire coucou, on est toujours là. Sinon, il y a les sorties habituelles, et on a même droit à quelques petites nouveautés. Donc on va d'ailleurs commencer par les nouveautés. Bon, pour ce mois-ci ce sera une nouveauté, puisqu'il s'agit du tome 1 de la deuxième série de Tokyo Ghoul, nommée Tokyo Ghoul Re. Dans cette série-là, ça fait suite à la première, hein. C'est pas, on pourrait penser que ça aurait été une histoire un peu parallèle à la série originale, puisque là, dans cette série, la focale change complètement. Dans la première série, on suivait un groupe de ghouls. Là, on suit des inspecteurs, donc les colombes, comme on les appelle. Et ça que là, on suit une brigade spéciale qui est constituée de personnes génétiquement modifiées avec des gènes de ghouls, afin de mieux lutter contre eux. Et donc, ça se situe tout de suite après la fin de la conclusion un peu cataclysmique de la première série. Et donc on retrouve notamment le chef de cette brigade, c'est Sasaki, qui apparaissait dans la toute dernière page de Tokyo Ghoul,
et qui avait une ressemblance un peu frappante avec un personnage qu'on avait l'habitude de suivre. Donc là, ce premier tome, on nous explique un petit peu le pourquoi du comment. On met en place toute une nouvelle équipe, tandis que d'anciens personnages réapparaissent petit à petit. Donc, je pense que ça va être ça qui est assez intéressant. Bon, déjà, de présenter un nouveau groupe de personnages, ça peut être toujours intéressant. Et puis surtout de voir comment les personnages qui étaient intervenus dans la première série vont s'intégrer là-dedans, sachant qu'il y a une petite ellipse de temps qui s'est passée entre les deux. Donc du coup, ça va être intéressant de voir comment chacun évolue, notamment dans ce premier tome, on voit un personnage de Ghoul qui intervient dans un rôle où on l'attendait pas forcément, vu que là on l'avait laissé dans la première série. De le retrouver là comme ça suscite l'intérêt. Moi j'avoue que même si le premier tome, enfin, ça remet tout en place et c'était pas palpitant, on va dire que j'étais moins accroché par ce premier tome que par le tome 1 de la série originale. Mais voilà, je pense que ça peut être prometteur pour la suite, ça peut nous proposer quelques petites choses sympathiques. Donc voilà pour les nouveautés. Donc maintenant on va passer aux suites de séries déjà en cours. Avec dans un premier temps donc A Silent Voice, le 6e et avant-dernier tome, c'est une série en 7 tomes, donc dans 3 mois on connaîtra la conclusion de cette série. Et en fait cette série je l'ai découverte grâce à Philippe Cardona, mon compère de Noob qui joue par Temilius, puisqu'on avait été invité une fois dans une émission sur Millennium, avant qu'il quitte la chaîne, de Bob Le Gob, et on avait demandé à Philippe de préparer une sorte de petite chronique manga. Et il avait présenté cette série-là, qui j'avoue que le pitch, le fait que ça traite de handicap et de maltraitance scolaire, je trouvais que c'était intéressant, ça pouvait changer, parce que le handicap c'est très peu souvent traité dans le manga, et quand c'est le cas par exemple dans Reel de Inoue, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai laissé sa chance, et franchement j'ai bien accroché, parce que il y a une ambiance un peu douce amère, mais avec des personnages très attachants, notamment le héros Shoya. En fait, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est qu'au tout début, donc, on trouve Shoya, il est en CM2, et il y a la jeune fille que vous voyez sur la jaquette, là, Shoko, qui arrive dans la classe. En fait, cette jeune fille, elle est sourde. Donc très vite, Shoya va la taquiner, sauf que ce qui commençait de manière un peu innocente a fini par un peu s'envenimer, on va dire, en étant un peu poussé par la soi-disant, comment dire, le fait que les autres elle avait l'air de bien apprécier les blagues, il a continué, mais ça a très vite dérapé, et au final ça s'est assez mal fini. Shoko a quitté l'école, et Shoya s'est retrouvé un peu mis au banc de sa classe. Et donc on retrouve donc Shoya 6 ans plus tard, alors qu'il est en terminale, et on découvre voilà, que en fait, cette expérience l'a complètement traumatisé, ça a un peu coupé des autres. Et en fait, à ce moment-là, il décide d'essayer de retrouver Shoko pour essayer de se faire pardonner de ce qu'il avait fait. Et alors qu'au final, c'était juste demander pardon et en rester là, ben, finalement, il va se retrouver empringué rester avec elle, continuer à la côtoyer. Et ce fait de la retrouver, de voir qu'elle aussi, elle continue à lutter, et qu'elle, visiblement, enfin, du moins dans un premier temps, on a l'impression qu'elle a mieux, comment dire, elle a mieux pris l'expérience, elle a réussi à en tirer quelque chose de positif. Donc il va essayer lui aussi de changer, de s'améliorer, et du coup s'ouvrir un peu plus aux autres. Donc voilà, c'est vrai que c'est une ambiance, vraiment on soutient. J'avoue que il y avait certains tomes, en lisant des histoires, j'étais vraiment à fond pour les persos. C'est vrai que ça m'avait pas fait ça depuis très longtemps dans un manga, et j'ai vraiment bien accroché. Les deux personnages principaux sont très sympathiques. Et ce tome-là, donc le tome 5 s'est terminé sur un cliffhanger. Vraiment, quand je l'avais lu, j'ai mangé les doigts, quoi. Attendre 3 mois pour la suite, c'est pas possible. Donc en fait, ce tome 6 traite des conséquences de cet événement. Et ce qui est pas mal, c'est que ça permet de mettre la focale sur tous les autres personnages secondaires qui sont apparus tout au long des 5 premiers tomes, et qui étaient un petit peu dans le background, qui n'étaient pas trop creusés. Et ben là, dans ce tome-là, quasiment chaque chapitre est dédié à un personnage en particulier. Et ça c'est pas mal, ça permet vraiment de creuser les personnages secondaires de manière intéressante. Et donc ça commence à mettre en place pas mal d'éléments pour préparer une conclusion qui, je pense, aura sa dose d'émotion. Donc voilà, rendez-vous dans 3 mois pour la conclusion de cette série fort sympathique que je vous conseille. Ensuite on retrouve le 11e tome de Assassination Classroom. Alors là, bon, ça continue son petit bonhomme de chemin. J'avoue que cette série, le pitch de départ, je trouvais ça sympathique, mais finalement ça traîne, ça reste rigolo, mais franchement... ça traîne un peu. Donc là, il annonce dans ce tome-là qu'il reste 5 mois pour assassiner Koro Sensei. Bon,
On verra bien. J'avoue que je regarde un petit peu les scans, quand même, c'est ça qui m'a un peu motivé à continuer, c'est que je regardais de temps en temps les scans pour voir un peu comment ça se passait, pour voir si la suite était mieux. Et ouais, je trouve que ça évolue bien sur les derniers tomes parus au Japon, ça a l'air d'être sympathique, c'est pour ça que je continue. Donc bah voilà, il y a certains arcs scénaristiques qui sont plus sympathiques que d'autres. Bon là, ce tome-là, ça prépare les examens de milieu de semaine, de deuxième semestre, si je me souviens bien. Donc voilà, ça continue dans le truc. Ça se laisse lire, mais sans plus, voilà. Donc, bon, à l'occasion, si vous voulez lire, si vous voulez un peu rigoler, parce que bon, le personnage Koro Sensei est très très rigolo. Mais voilà, ça reste une lecture bien, mais sans plus. Ensuite, là c'est un peu plus du lourd, là c'est le 17e tome de l'Attaque des Titans. Alors là, ici, on clôture l'arc qui courait depuis déjà 3 ou 4 tomes sur les races. Un peu la tentative de coup d'état par les brigades spéciales. Donc là on conclut cet arc et ça commence à mettre en place un peu les jalons pour ce qui à mon avis s'annonce comme le dernier arc de la série, puisque là franchement quand on voit les dernières pages, là ça laisse présager qu'une petite bataille finale est en train de se préparer. Donc un tome de transition, c'est pas le meilleur de toute la série, mais en tout cas voilà, ça continue à avancer, à faire son petit bonhomme de chemin. Bon là par contre malheureusement ce tome marque un début, ce qui va être un début de ralentissement de la publication, puisqu'à partir de celui-là, la série passe trimestrielle, mais bon c'était un peu obligé, puisque là au Japon, au niveau de la prépublication, ils en sont aux 2/3, non même 3/4 je crois, du tome 19, donc là forcément au 17, on n'est plus très loin derrière le Japon, donc on va être obligé de ralentir un petit peu avant de les rattraper. Donc voilà, encore une fois, un tome très sympathique de l'Attaque des Titans, qui continue à nous donner envie de lire la suite. Alors, pour rester dans l'Attaque des Titans, on va parler du spin-off, donc Before the Fall, avec le 6e tome. Alors là, par contre, cette série, j'ai du mal. Franchement, au début, le principe de montrer la création du système qu'utilisent les brigades pour affronter les Titans, je trouvais ça intéressant, mais alors, là, ça dit, je trouve que j'ai l'impression que ça traîne, quoi. En 6 tomes, pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Donc je sais pas combien de tomes va faire la série au final. A priori, il devrait plus en rester tant que ça, parce que à la suite de ce tome-là, je serais peuré, mais jusqu'à quand ça va durer, j'ai un peu regardé, parce qu'à la base, c'est tiré d'une série de romans qui avait été sortie donc en parallèle du manga. Donc il y avait 3 tomes. Le premier tome était dédié au créateur du système, que là, en fait, je pense qu'il est introduit dans le tome d'avant, dans le tome 5. Et en fait, je pense que cette histoire a été enlevée du manga, puisque, de ce que j'ai compris, le roman 1 se termine avec l'événement qui commence la série, c'est-à-dire une attaque de titans qui arrive à rentrer dans le mur, à travers le mur, et donc qui commet un massacre. Et ça, en fait, qui crée l'histoire, parce que l'histoire dans l'attaque des titans, on suit Kiklo, un enfant qui était surnommé l'enfant de titan, puisqu'en fait, suite à cette attaque de titans, il a tué quelques personnes, après il est reparti. Et pour ceux qui connaissent la série, on sait que les titans, en fait, ils mangent des gens, mais c'est pas pour s'en nourrir, puisque derrière, après, ils les régurgitent. Il ne les mange pas. Et en fait, dans une régurgitation de titan, il y avait une femme enceinte et il trouve que son bébé, en fait, des gens de la brigade qui passent ont trouvé que son bébé est encore en vie. Donc forcément, ah mon Dieu, il est vivant, c'est un enfant titan. Donc du coup, il s'est fait enfermer et traiter un peu comme un phénomène de foire. Et donc il va réussir à s'enfuir et il essaye de trouver sa place dans ce nouveau monde, et de savoir s'il est vraiment un enfant titan, si ça n'a rien à voir. Et donc en fait, l'histoire de Kiklo, c'est les tomes 2 et 3 des romans. Et là, de ce que j'ai compris, là où on en est rendu maintenant, c'est des événements qui se passent dans le 2e roman de Kiklo, donc le 3e et dernier des romans. Donc on peut penser que peut-être la série ne ferait qu'une dizaine de tomes au final. Je dirais dans ce sens tant mieux, parce que j'avoue que là ça commence un peu à s'essouffler, ça avance pas beaucoup. Donc bon là, Kiklo commence dans ce tome-là un peu plus s'entraîner au maniement de la manœuvre tridimensionnelle, donc peut-être c'est lui qui va l'améliorer, donc on va voir combien de temps ça va durer, mais c'est vrai qu'au final ça n'a pas le même attrait que la série d'origine, donc ça reste intéressant pour les gens qui aiment bien l'univers de l'Attaque des Titans. On dirait ça permet de creuser un peu l'histoire de cet univers. Disons que c'est de l'officiel dans un certain sens, c'est pas comme les délires comme l'Attaque des Titans High School là, qui viennent de sortir, que ça je pense c'est du coup n'importe quoi. Mais bon voilà, je vais continuer parce que bon, ça reste une lecture agréable, mais c'est certainement pas du niveau de la série originale. Voilà, pour rester dans les déceptions, on va parler du dernier tome de Bleach, le Bleach 66. Alors Kubo, ça faisait très longtemps qu'il avait montré qu'il était capable du pire comme du meilleur, et voilà, on s'enfonce dans le pire. Voilà, on retombe sur un tome qui mettrait en avant un ennemi pourri. Il est moche, il est nul.
Là, on voit déjà avec le principe des Quincy, il a mis que les principaux, ils avaient tous une lettre de l'alphabet, déjà on sait ils sont 26, et sur ces 26, bizarrement, à chaque fois, il met toujours en avant les plus nuls. Voilà, il avait mis en avant pendant plus d'un tome, l'espèce de strongman, là, qui était le catcheur vraiment moche. Là, maintenant, il met en place l'espèce de beauf qui a le pouvoir de l'amour. C'est nul, c'était vraiment nul. Ça passait pas à l'époque en scan, ça passe pas mieux en relié. J'avoue que ce tome était vraiment, c'était une purge. Parce que c'est tout ce que je n'aime pas d'emblée, tu vois, des personnages bidons. Et après, voilà, c'est le truc de. On suit Iwa qui prend d'assaut le palais du roi des esprits, le Soul King. Il affronte la division 0. Et voilà, ça part encore sur. On te montre un mec, on dit, oh mon dieu, il est trop fort. Et en fait, il se fait poutrer en 2 secondes. Voilà, bon, j'espère que ça va s'améliorer par la suite. Mais bon, voilà, le tome 66, hein, c'est certainement pas. C'est très loin un des plus mauvais de la série. Voilà, ça c'est dit. Ah, ensuite on continue avec Ptoum, le tome 16 de Ptoum. Alors ça, la série elle continue son petit bonhomme de chemin, ça reste sympathique. Bon là, ce qui est un peu dommage, c'est que le tome 15 se terminait un peu sur un rebondissement vraiment qui laissait augurer d'une accélération un peu du rythme, parce qu'en gros les organisateurs du jeu expliquaient qu'il restait plus que 24 heures pour boucler, et si au bout de 24 heures, il n'y avait pas de vainqueur de désigner, et ben ils seraient tous condamnés à rester sur l'île tout seuls comme des cons. Donc c'est vrai que cette fin là, ça laissait se dire ça va accélérer les choses, ça risque de briser certaines alliances, parce que depuis le début des groupes de 4 s'étaient constitués, ils avaient annoncé qu'il n'y avait que 4 personnes qui pouvaient quitter l'île. Donc des groupes de 4 s'étaient constitués en disant voilà, on va se mettre ensemble, on va s'allier, comme ça ensemble on arrivera à quitter l'île. Et ben forcément, le fait que là ils annoncent que finalement il n'y a plus que 3 qui peuvent partir, puisqu'il y avait déjà eu quelqu'un avant qui avait gagné, et ben tout de suite ça met à mal les alliances existantes. Donc ça peut être bien, mais je trouve que oui, ça met les choses. Ça brouille un peu les cartes, on va dire, mais au final, ça prend pas de risque, puisque à l'issue de ce tome, voilà, on pourrait penser que ça allait partir un peu en Battle Royale. Là, il y a une mort, en plus plus ou moins accidentelle. Donc c'est dommage. Voilà, la fin du tome 15 laissait augurer un tome 16 formidable. En fait, bah, le tome 16, il reste très timide, je trouve. Donc j'espère que l'auteur va se ressaisir par la suite et va réussir à redonner l'intérêt de Ptoum, parce que c'est une série qui je trouvais qui changeait un peu, tout en restant dans le côté survival, la Battle Royale. Je trouvais que ça avait réussi à trouver un peu son identité qui rendait sympathique. Mais voilà, là, le tome 16 c'était un peu bof-bof. Donc peu mieux faire. Oh purée. Peut mieux faire. C'était quoi ce truc? Mieux me faire. Ensuite, pour rester toujours après Silent Voice, dans l'avant-dernier tome, nous avons ici l'avant-dernier tome de Coq de combat. C'est une série qui dure depuis très longtemps. Moi, je m'y suis mis assez tardivement parce que au tout début, quand ça sortait, j'avais pas été plus attiré que ça. Et c'est quand en fait Delcourt s'est mis à faire les rééditions un peu comme ça. Je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de s'y mettre. Donc c'est vrai que j'ai acheté les premiers tomes, j'ai acheté les suivants qui étaient des toutes nouveautés. Et en fait, voilà, il faut savoir que le manga de Coq de combat au début était fait par 2 auteurs. Il y avait Akio Tanaka plus un autre. Akio Tanaka étant le dessinateur et l'autre étant le scénariste. Et en fait, les deux, à un moment, ils se sont disputés sur la paternité, puisqu'en fait, Akio Tanaka disait qu'en gros, c'était lui qui faisait tout le boulot, qui créait tous les personnages, et que encore l'autre, limite, il lui donnait que 2-3 indications scénaristiques, et qu'en gros, il devait se démerder. Donc il y a eu une petite guerre de paternité là-dessus. Finalement, c'est Akio Tanaka qui a gagné. Et du coup, quand la série a été interrompue pendant un long moment, et quand elle a repris, ils ont changé un peu le design. Et donc en fait, forcément, ça tranchait, il n'y avait pas une homogénéité dans les collections, on va dire. Donc Delcourt a eu l'idée de rééditer les premiers tops avec la même maquette de jaquette. Donc moi, j'ai acheté entièrement la nouvelle version maquettée. Donc en parallèle, Delcourt continue à sortir des tomes inédits tout en rééditant les anciens dans la nouvelle version. Donc moi, j'ai acheté les anciens en nouvelle version. Il y en avait déjà une dizaine de sorties, je crois, quand je m'y suis mis. Mais à un moment, j'ai eu une grosse pause que j'attendais. J'avais tous les nouveaux tomes et j'attendais forcément d'être à jour pour les lire. Donc c'est vrai que je me suis lu quasiment toute la série assez rapidement. Et donc c'était vraiment très sympathique. C'était une approche un peu originale avec un anti-héros limite antipathique. Franchement, il y a des tas de fois, on n'a pas envie qu'il gagne le héros, quoi, tellement il est énervant et pas agréable pour dessous. Mais sauf que là, depuis 4-5 tomes, on est rentré dans le dernier arc de la série, et franchement, c'est très très en dessous de ce qu'il y a fait avant. C'était pas terrible, il y a une espèce d'histoire où en fait, Rio, le héros, tombe sur une jeune fille qui vend des espèces de dessins dans la rue, et c'est pas pourquoi il s'y attache, et il se retrouve à devoir la protéger, parce qu'en fait la jeune fille a fugué, parce que son père est un peu chelou. Et en fait, le père engage une sorte de deux vagabonds
qui font un peu des menus boulots, il les engage pour la retrouver, et du coup il se retrouve à devoir affronter Rio pour la récupérer. Et c'est méchant, voilà, comparé aux autres méchants qu'il y avait eu avant, qui avaient de la classe, qui étaient charismatiques, eux ils sont vraiment nuls, quoi. Notamment, il y a un des frères, il a une tête de benet, quoi. Et ça traîne, et bon, voilà, c'est l'avant-dernier tome, ça conclut même pas le combat, donc il va falloir attendre le dernier tome pour que tout soit conclu. Donc j'espère vraiment que la conclusion sera à la hauteur du reste de la série, parce que c'est dommage que les 2-3 premiers arcs étaient vraiment sympathiques. Et là, il y a celui-là, là, c'est un peu une erreur de parcours. Je sais pas si c'était censé être l'arc qui allait finir de la rédemption de Ryo Narushima. Alors bon, j'attends de voir le 34e tome pour voir comment tout ça va se terminer, mais franchement, même si le combat final contre ses adversaires était pas mal, il y a des bonnes chorégraphies, c'est vrai que ça c'est la force du Hancock de combat, c'est qu'à chaque fois les combats sont vraiment bien chorégraphiés, bien intenses, mais là franchement il n'y a qu'une hâte, c'est que ça se termine, quoi. Donc j'espère que dans le tome 34 le combat, là ça a l'air de, comme se termine le tome 33, on sent que c'est quasiment fini, on va peut-être rester 2 ou 3 chapitres à tout casser. J'espère vraiment que le gros du tome 34 ce sera pas la conclusion de ça, j'espère qu'il y aura un après pour vraiment conclure en bonne et due forme l'histoire de Rio. Parce que sinon je serais un peu déçu quand même si ça se termine un peu. Donc affaire à suivre, c'est en mai que sort le dernier tome. Donc voilà, on verra comment cette série de longue haleine se termine au mois de mai. Ensuite, on continue de la série Fleuve. Alors là, c'est vraiment de la série Fleuve. Nous avons Hippo, saison 4, tome 16, qui correspond au tome 83 de la série. Oui, on approche de la centaine. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque cette saison 4 va se terminer au tome 21, donc dans 5 numéros, ce qui fera le 88. Généralement, ce que fait Kurokawa à la fin d'une saison, c'est qu'ils font une petite pause entre 6 mois et 1 an avant d'entamer la saison d'après. Donc je pense que le tome 100, ce sera pour 2017, voire peut-être 2018. Donc avec ce tome 16, on conclut le combat contre Malcolm Gedo, le champion des Philippines. Alors ça qui est aussi un peu dommage dans Hippo, c'est que les combats, même s'il y en a beaucoup, ils finissent tous plus ou moins par se ressembler, quoi. C'est Hippo, alors pourtant Hippo, depuis le temps qu'il affronte des gars, ça devrait être un combattant aguerri. Ben voilà, souvent il tombe sur un mec qui finalement va réussir à le déstabiliser, va se faire laminer, et à la fin, on va dire que c'est du shonen de base, hein, mais donc c'est dommage que ce soit toujours plus ou moins le même schéma. Voilà, donc encore un mec qui l'affronte, qui arrive à le dominer, puis au dernier moment, Hippo il arrive à trouver la parade pour le contrer et finalement faire un retournement de situation. C'est un peu dommage, ça se répète toujours. Heureusement que ses adversaires, eux, ça qui est pas mal quand même, c'est que Jean Morikawa il arrive quand même à faire une personnalisation de ces personnages intéressantes. Même les mecs qui sont présentés comme antipathiques au début, après il va pendant le combat réussir un peu à le développer pour les rendre un peu plus sympathiques. Donc au moins il y a ça qui reste intéressant. Les combats restent quand même pas mal, même si on doute toujours du rebondissement final, mais on va dire c'est un peu le cas dans beaucoup de shonen, donc on va lui pardonner. Et ensuite par la suite ça commence à préparer qui va sûrement être le prochain combat de Ichiro Miyata, le rival de Hippo, puisque ça présente un peu son adversaire. Et aussi, on a en ligne de mire un futur événement qui va un peu mettre en avant les autres personnages du club de boxe Kamogawa, qui va être le tournoi de classe A. Donc à mon avis, vu qu'il reste que 5 tomes avant la fin de la saison, je ne sais pas si Essa et le combat de Miyata, ça va être traité avant la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est que ce tome-là met en place quelques pistes pour la suite. On va dire que c'est une force aussi un peu de Hippo, et que certes, Hippo c'est le personnage principal, c'est le héros, mais les combats, ça se focalise pas que sur lui. Il y a aussi, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, voilà, ça change. Un coup, c'est un combat d'un autre membre de l'équipe, soit d'un personnage qu'il avait déjà affronté avant, qu'on voit suivre sa carrière de boxeur de son côté. Donc ça permet un peu toujours de renouveler l'intérêt, effectivement, de pas tomber toujours dans le classique. Hippo affronte un nouveau mec sur sa quête pour devenir champion du monde. Là, c'était pas mal, donc voilà, une série qui continue à se lire de manière très sympathique. Le fait que ça sorte un tome tous les mois, ce qui est bien, c'est qu'effectivement ça évite de trop faire traîner. Voilà, le combat de Malcolm Gedo, il a fait 3 tomes, mais voilà, c'est fait sur 3 mois, donc ça n'a pas trop traîné en longueur. C'est-à-dire que si on avait un rythme habituel, donc bimestriel, ça serait vraiment très long. Là au moins, ça dépote et c'est pas mal. Ensuite, le dernier manga du mois, après on va passer un petit peu aux comics, même s'il n'y a plus beaucoup de comics, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je pense que je vais surprendre pas mal de monde, mais voilà. Après, c'est le 17e top de Love Mission. Et oui, Emdal lit des shoujo. Alors, pas beaucoup, certes, mais j'en lis. Alors, celui-là, c'est l'anecdote un peu intéressante. Je me suis fait avoir.
enfin avoir entre guillemets, hein, j'ai bien voulu, par le titre en VO du bouquin, puisqu'en fait j'ai découvert en allant sur le site sur lequel je lis mes scans, et oui je lis des scans, je suis un vilain, mais oui après j'achète les mangas derrière, tu peux me faire pardonner. Donc on a sur ce site à un moment les nouveautés, je vois un manga qui s'appelle Watashini XX Shinasai. Je me dis mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça, XX Shinasai quoi, c'est un truc porno, il y a du porno sur ce site, pourtant c'est pas ce qui me semblait qu'il faisait. Donc par curiosité, j'ai cliqué dessus, oui je suis un coquin. Et en fait c'est pas vraiment porno, en plus c'était le chapitre que j'ai lu, je crois que c'était un des chapitres qui se trouve dans ce tome là justement, donc c'est vrai qu'on était quasiment à la fin. Et c'est vrai que les quelques chapitres que j'ai lus à ce moment-là, j'ai trouvé ça sympa, c'était un peu original, puisqu'en fait le pitch c'est que l'héroïne écrit des romans sur portable. Alors en fait le début est très what the fuck, hein, parce qu'au final, en fait l'héroïne elle est surnommée la glaciale, parce qu'elle comprend rien à l'amour. Depuis toujours, en fait, elle observe les gens, et c'est en observant les gens qu'elle écrit ses romans, en fait. Et donc, donc elle écrit un roman à succès, et elle voit de plus en plus ses fans poser des questions, dire ce serait intéressant si les personnages, les deux personnages du roman, ils avaient une histoire d'amour, parce que donc dans l'histoire qu'elle écrit, c'est un prince et une princesse. Le prince, il tourne un peu autour de la vraie, mais c'est un peu Roméo et Juliette, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont de royaumes ennemis. Ils se tournent autour, mais les gens trouvent que le côté un peu romantique n'est pas bien écrit, et forcément parce que l'héroïne Yukina n'y comprend que dalle. Et en fait, elle tombe sur un de ses camarades de classe, hein, qui lui est un dragueur un peu invétéré, et en fait, elle trouve un moyen de le faire chanter. Et du coup, en fait, pour le faire chanter, elle lui demande de l'aider à tomber amoureuse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça peut faire un peu penser au manga Entre elle et lui. Puisque dans Entre elle et lui, là, c'est le garçon qui trouve quelque chose de compromettant contre la fille, et en fait, qui peut la faire chanter pour qu'ils traînent ensemble. Mais en fait, lui, c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Là, en l'occurrence, elle n'est pas spécialement amoureuse de lui au début. Donc, en fait, ce gars, il se retrouve un peu embarqué là-dedans, à devoir faire les desiderata de l'héroïne qui comprend que dalle à l'amour. Mais après, c'est très tordu ce qu'ils leur font faire, hein, franchement. Et je pense que c'est un truc un peu osé. C'est un peu bizarre. Et donc, passer les premiers tomes, qui justement tournent un peu autour que de ces missions, on gagne petit à petit, ça apporte un petit truc. Alors là aussi, c'est pas le meilleur shoujo que j'ai lu, hein. Il y a des tas de shoujo qui sont bien meilleurs, hein, ne serait-ce que par exemple Angel Sanctuary, pour ne citer que lui, ou Fruit Basket, voire même Twinkle Star, hein, même si c'est moins bien que Fruit Basket, c'est du même auteur, c'est mieux. C'est vrai que Love Mission, c'est vraiment. J'aurais pas lu les chapitres que j'ai lus qui sont donc vers la fin de la série, peut-être je l'aurais jamais lu, parce que c'est vrai que le tout début est bizarre. Là, arrivé sur la fin, ce qui est pas mal, c'est que ça se recentre, parce qu'elle a des histoires un peu d'amour, en plus il y a une espèce de triangle amoureux avec son cousin, alors ça, au Japon ça peut peut-être passer, mais j'avoue que moi ça me paraît toujours bizarre quand même, l'histoire entre cousin et cousine, mais bon. Et donc là, cette partie-là, elle est plus ou moins conclue là, et là, ça commence plus à se concentrer sur la partie roman, parce que forcément, elle s'est inspirée des expériences, des missions qu'elle lui a fait faire pour écrire son roman, mais là, son roman commence à être encore plus connu, puisque là, il y a un duel entre elle et un autre auteur de romans sur portable qui s'appelle Dolce. Ils se font une espèce de tournoi mis en place par leur éditeur pour savoir lequel des deux sera adapté en film. Et donc du coup, il y a la crainte que Shigure, donc le garçon, découvre la vérité. Et du coup, vu que maintenant elle est tombée amoureuse de lui, elle a peur que s'il découvre le pourquoi du comment, qu'elle le quitte. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite tension sympathique. Donc là, vraiment, la tension monte parce qu'on approche de la fin. La série fait 19 tomes, donc là on est au 17e. Le tome 17 se termine, ça vraiment laisse bien comprendre que les choses vont s'accélérer dans le prochain tome. Donc voilà, si jamais vous aimez bien les shoujo, vous pouvez vous laisser tenter. Mais il faut passer outre les 3-4 premiers tomes qui sont un peu particuliers. Allez voir la suite, ça reste sympathique. Enfin, voilà, moi à chaque fois je le lis sans déplaisir. Et c'est vraiment agréable. Voilà, donc ça c'était pour les mangas. Il y en a une grosse pelletée. Donc maintenant on va passer aux comics. Et là les comics, il y en a beaucoup moins, mais pour une raison fort simple, qui va se résumer à ce que je vais vous montrer maintenant. Secret Wars. Alors qu'est-ce que c'est que Secret Wars? Secret Wars c'est le dernier crossover de la boutique Marvel. Et en fait le pitch de Secret Wars c'est très simple. En fait c'est la conclusion du run que fait l'auteur Jonathan Hickman depuis 3 ans sur les séries Avengers et New Avengers. Où en fait dans New Avengers on découvre que le multivers est en train de s'effondrer. Et en fait différentes terres d'univers se rentrent dedans, se collisionnent dans des événements qui s'appellent des incursions. Et en fait, chaque terre qui se percute détruit l'univers dans lequel elle est issue. Et en fait, pendant toute la série de New Avengers, il y a un groupe de héros, les Illuminati, qui essayent d'empêcher ça. Et au final, arrivé à Secret Wars, quand Secret Wars commence, en fait, il ne reste plus que 2 terres. La terre des héros qu'on connaît, la terre 616, et la terre de l'univers Ultimate. Donc il ne reste plus que ces 2 terres-là. Et en fait, c'est le point de départ de Secret Wars.
et donc je vais pas trop vous en révéler pour pas vous cacher surprise, puis j'en parlerai plus longuement dans une prochaine chronique. Et donc en fait, le fait qu'il y ait cette série, en fait, ça a mis un terme à tous les magazines qui existaient jusque-là chez Panini pour Marvel France. Il y a tout qui se termine, et en fait, il n'y a plus que des magazines liés à Secret Wars. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des séries liées à Secret Wars ne m'intéressent pas. Voilà, tout simplement, elles ne m'intéressent pas. Les rares qui m'intéressent sont noyés dans des magazines où le reste ne m'intéresse pas. Et donc, vu que la série principale se suffit à elle-même, tout simplement, je lis la série principale, et quelques séries annexes qui m'intéressaient, comme je me doute que dans quelques années ça sortira en librairie, et ben je le lirai après, parce que de toute façon c'est un univers complètement à part, donc ça peut se lire complètement séparément, donc c'est pas grave. Donc c'est vrai qu'avant je lisais à peu près 7 magazines chez Marvel par mois, et ben là je suis surjeté à 2, puisque j'ai plus que Secret Wars, et celui qui est là, Ultimate End, dont je vais parler juste après. Donc Secret Wars, ben, ce premier tome il est vraiment sympa, parce que c'est vrai que autant le crossover précédent Axis, j'avais pas accroché au premier tome, là franchement ce premier numéro, il est bien prenant. Le premier, il y a deux numéros du crossover dedans qui fait 9 épisodes. Dans les 2 premiers épisodes, alors, le premier épisode, c'est une bataille gigantesque, il est vraiment prenant, quoi. Je connaissais l'issue de ce premier numéro, mais c'est vrai que quand on le lit, on est pris dedans, on est pris au trip, quoi. C'est des personnages, voilà. Moi, l'univers Ultimate, c'est avec ça que j'ai commencé les comics Marvel. Donc, c'est des personnages que j'ai suivis depuis le début, que j'aime beaucoup. Et l'univers 616, mais je suis mis après par la force des choses. Et c'est vrai que j'accrochais bien aussi, donc les voir s'entre-déchirer, c'est assez fort. Et le tome 2, enfin l'épisode 2, met en place le monde dans lequel va se dérouler les événements de Secret Wars. Voilà, donc je ne dirai pas plus, pour pas vous spoiler. On reparlera plus longuement de Secret Wars le mois prochain, quand les épisodes 3 et 4 seront sortis. Donc, en tout cas, très bon début de crossover, bah, franchement, j'ai bien aimé, et je vous le conseille. Sachant que il y a quand même un bon petit résumé au début du run de Hickman pour vous expliquer un peu les choses. Donc même si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez lire Secret Wars tout seul. Et je vous le dis, c'est un récit qui se suffit à lui-même. Donc profitez-en. N'attendez pas qu'il sorte dans un an en intégrale en librairie. Vous pouvez le lire dès maintenant en kiosque. Avoir l'excitation de découvrir de nouveaux chapitres chaque jour. Donc voilà, je vous le conseille. Donc, deuxième magazine que je lis, Ultimate End. Alors celui-là, je le lis pour une simple bonne raison, c'est que comme son nom l'indique, ça contient la série qui raconte la fin de l'univers Ultimate. Et comme je vous le disais, l'univers Ultimate, c'est celui que j'ai lu depuis le début. C'est ça qui m'a amené à lire du comics Marvel. Donc je voulais savoir comment tout ça allait se terminer. Donc j'ai acheté que pour ça, hein. Les autres séries qui sont dedans, elles ne m'intéressaient pas du tout. Bon, au final, elles restent agréables à lire, hein. Il y a une histoire sur le Carol Danvers Corp. Il y a une histoire avec l'escadron sinistre qui est en fait un peu une sorte de, comment dire, la ligue de l'injustice qu'il y a chez DC, ben, c'est un petit peu ça. Et puis c'est quoi les autres séries, je me souviens même plus pour vous dire. Voilà, une histoire sur les Inhumains, assez sympathique. Donc voilà, avec 4 séries dedans. Voilà, moi j'avoue, je le lis que pour Ultimate End. Donc étant un fan invétéré de l'univers Ultimate, c'est pour ça que je lis. Après Ultimate End en lui-même, le premier épisode met un peu en place ces trucs, il se passe pas grand chose. Mais je vous dis, voilà, c'est en plus du fanboy attitude, parce que j'ai lu tout ce qui était sorti dans l'univers Ultimate, absolument tout, toutes les mini-séries, toutes les séries régulières. Donc là c'est plus pour savoir la fin, donc voilà. Ensuite, toujours cette lignée, donc comme le dit la pub pour Secret Wars, je sais pas si on l'a trouvé dans le comic que je vous montre. En gros, le truc c'est après il ne reste plus que Secret Wars, un truc dans ce genre. Bon, pas de bol. Je pensais qu'on verrait la pub là, ça y est pas. Donc en fait voilà, c'est que comme ça a terminé toutes les séries. En fait, il y a beaucoup de séries juste avant Secret Wars qui ont sorti des épisodes qu'ils appellent les Last Days, donc les derniers jours d'eux. Donc là, ce 4e magazine, le magazine Ant-Man, c'est le dernier, puisque avec ce numéro ça se termine, ça reprendra peut-être après Secret Wars. Parce qu'en fait, voilà, pendant 5 mois, qui sont les 5 mois de l'événement Secret Wars, il n'y aura que des magazines affiliés à ça. Donc toutes les autres séries parallèles se termineront. Donc ça, voilà, ce magazine c'était l'un des derniers à se terminer. Et les autres se termineront dans des hors-séries. Donc voilà, cet épisode-là prend le dernier sur Ant-Man. Et au final, voilà. The Last Day dans Ant-Man, ça reste dans la continuité de la série régulière qu'on a vu dans les 3 autres tomes, mais j'avoue que j'ai pas accroché. C'était dans le même, moi je m'étais mis parce que c'était un peu dans le même style de la série Superior Foes of Spider-Man qui avait été publiée donc dans le magazine Spider-Man et que j'avais beaucoup aimé parce que c'était très décalé. C'était des personnages principaux, c'était des vilains de seconde zone, donc c'était rigolo, ça faisait un peu des péniclés du crime. Et il me disait une approche pareille pour le personnage de Ant-Man, je dis pourquoi pas. Donc moi j'ai jamais vraiment été très fan de Ant-Man et encore moins de Scott Lang, qui est donc le Ant-Man qu'on voit dans les films et qui est dans cette série. Mais au final, non, je n'ai pas accroché du tout à la série. Donc ça me va très bien que le magazine fasse que 4 tomes. Donc voilà, j'ai lu la série, c'est très bien, on en reste là. Merci Scott, ça a été un plaisir, mais non merci. Donc voilà,
Si jamais vous avez bien aimé la série Ant-Man, c'est la continuité, ce 4e tome, et voilà, ça continue le truc, mais moi franchement, non, voilà, j'ai pas du tout accroché. Ensuite, on retrouve le 5e tome de Star Wars, ça continue son petit bonhomme de chemin, là aussi, c'est toujours les mêmes histoires, des séries Star Wars et Darth Vader, donc ça se passe entre les épisodes 4 et 5 de la saga. Donc ça va être vraiment sympa, voilà, moi c'est vrai que je m'y étais mis un peu par curiosité en me disant bah tiens c'est la chronologie officielle, c'est Marvel, c'est les auteurs que je dis en comics Marvel et que j'ai appris à aimer, donc on va voir ce qu'ils font sur le Star Wars, et moi franchement j'aime beaucoup, ça c'est très 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 agréable à lire, ça retrouve bien un peu l'ambiance des films originels, donc vraiment si vous êtes fan de Star Wars je vous les conseille parce que c'est des très très bonnes lectures, donc voilà, soit le magazine en kiosque, soit il y a les 2 séries qui sont éditées séparément en librairie, donc la série Star Wars et Dark Vador. Chez Panini, parce que pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de séries qui sortent chez Delcourt, mais ça c'était les séries qui étaient publiées chez Dark Horse aux États-Unis. Et Dark Horse a perdu les droits d'exploitation de Star Wars au bénéfice de Marvel, puisque bon, comme vous le savez, maintenant Star Wars c'est Disney, Marvel c'est Disney aussi, donc forcément, qui dit livre officiel, ça va être chez Marvel. Et en fait, Disney a décidé que tous les comics qui avaient été faits avant, ça devenait un peu le label légende, c'est-à-dire c'est hors continuité. Donc c'est des histoires qui peuvent continuer à lire, qui être lues, mais ce n'est plus considéré comme étant du canon officiel. Ça c'est officiel entre eux normalement. Donc voilà, en tout cas moi Star Wars j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Ensuite, nous avons Justice League Saga, qui est le dernier numéro classique du magazine, on va dire, puisque le mois prochain, on aura le 28e et dernier numéro, mais en fait qui sera en partie concentré sur une sorte de micro-crossover qui s'appelait Convergence, qui en fait avait été développé pendant 2 mois, puisqu'à un moment, l'été dernier, si je me souviens bien, il y a DC Comics qui a déménagé de la côte Est à la côte Ouest. Et forcément, comme ils déménageaient tout, ça fait du mal pour le suivi éditorial. Donc à ce moment-là, ils ont essayé d'arrêter toutes les séries. Et pendant ces 2 mois, ils ont fait que des trucs liés à Convergence. En fait, Convergence, je crois que c'est un crossover qui fait peut-être 5-6 épisodes, qui a été publié donc, sur ces 2 mois. Et pendant 2 mois, toutes les séries ont eu des histoires en 2 épisodes de Convergence. Donc voilà, bon, je ne vous en dis pas plus, parce que ça n'a pas encore été publié en France. Donc voilà, ce tome-là conclut certains des runs en question. Certains sont pas très loin de la fin, je pense qu'ils se termineront dans le prochain numéro. Mais là, voilà, donc je vous dis c'est le dernier, parce qu'en fait, Urban a annoncé qu'à partir de mars, ils allaient recommencer toute leur série au numéro 1, avec des nouveaux noms. Donc, je crois qu'il y aura Justice League Univers, Batman Univers, Superman Univers. Et bah, voilà, tant mieux, parce que je me suis rendu compte que depuis quelques mois, j'avais du mal, j'accrochais plus trop. Voilà, les changements d'équipe créative sur Flash et Green Arrow, ou même Wonder Woman aussi, bon, j'ai pas trop accroché. Pas ça. Justice League Dark et Justice League Unlimited, j'avoue que j'arrive pas, c'est lourd, j'accroche pas du tout. Donc dans ce magazine, il y avait juste Justice League que j'aime bien. Et en fait, les versions librairie qui comprennent les numéros sont à peu près au même niveau que le kiosque. Donc vu qu'ils ont annoncé que pour les nouveaux magazines, ce serait exactement le même sommaire, j'ai dit merci les gars, ça me fait une bonne raison pour m'arrêter là. Donc je vais m'acheter jusqu'au prochain numéro de Justice League Saga, et après j'arrête et je passe que à la librairie pour lire Justice League. Donc entre Secret Wars et ce relaunch, j'avoue que des comics je vais en lire beaucoup moins, ça pourrait pas me concentrer sur les mangas un peu, parce que là par contre les mangas j'avais baissé un peu ma consommation à un moment parce que j'achetais plus de comics, mais là ça va se revenir un peu aux origines. Donc voilà, Justice League. Voilà, c'est le problème de ce magazine, surtout là, il y a beaucoup de séries, il y en a 6 de mémoire, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. Et effectivement, quand il y a beaucoup de séries différentes, et on peut plus ou moins accrocher. Moi il se trouve que mieux ça va, et moi j'ai des séries auxquelles j'accroche, donc j'arrête là, on se quitte bons amis, j'ai continué certaines séries, mais bon voilà, c'était pas terrible. Et donc pour finir, dernier de cette sélection pour l'instant, c'est le Justice année 3, première partie. Donc j'avais déjà parlé de Justice dans une précédente vidéo de Qu'est-ce qu'on lit ce soir. Donc là c'est le début de la 3e année. Donc après les héros de la Terre dans la première année, après les Green Lantern dans la 2e année, maintenant c'est les gars de la magie qui viennent se déchirer pour savoir si oui ou non il faut soutenir Superman. Donc ça continue son bonhomme de chemin, ça continue à être sympathique. Voilà, donc Injustice, je vous l'avais déjà dit, je le conseille, et je le conseille toujours en ce début de 3e année. Voilà, donc il y a une grosse sortie majeure de ce mois auquel je ne vous ai pas parlé, mais c'est très simple, je n'ai pas parlé pour une bonne raison, puisque maintenant je vais aborder cette ultime sortie dans le focus du mois. Et nous voici donc maintenant arrivés à la dernière partie de cette nouvelle version de Qu'est-ce qu'on lit ce soir, avec le focus. Donc qu'est-ce que le focus, expliqué très brièvement? Comme son nom l'indique, c'est un peu un coup de projecteur sur une des sorties phares du mois
que nous traitons. Donc, ce sera très généralement une fin de série un peu marquante, enfin du moins pour moi, qui mérite d'être traitée, alors que la série soit bonne ou mauvaise en final, hein, ça sera à vous de juger. Donc pour le focus de ce mois de janvier, je vais vous parler de la série Fable du label Vertigo, très connu des fans de comics, qui est un peu le Vertigo, c'est un peu le label mature de DC Comics. C'est chez Vertigo qu'on a pu retrouver Preacher, qui va bientôt être adapté en série chez AMC. On a pu retrouver aussi les Hellblazer, qui sont donc en fait des aventures en comics du personnage de Constantine, qu'on connaît notamment pour le film avec Keanu Reeves. Voilà, donc alors Fable, quel est le principe? Oui, Légende en exil, ça porte le premier tome, parce qu'ici c'est le premier tome de la série, il porte bien son nom, parce qu'en fait le principe de Fable, c'est qu'en gros, tous les personnages de contes qu'on connaît sont vrais, ils existent vraiment, et ils vivent dans des royaumes magiques différents, et en fait tous ces royaumes magiques ont été attaqués par un ennemi commun, ça s'appelle l'adversaire, qui en fait avec son empire est venu envahir les royaumes et massacrer une certaine partie de ses habitants. Donc les fables ont été obligés de fuir et de se réfugier sur notre terre, qui s'appelle le monde des communs. Et donc en fait, ensuite cette communauté de fables, donc comme il s'appelle, qui vivent dans une sorte de ville cachée au sein de New York, qui s'appelle Fableville. En fait, de l'extérieur, ça ressemble à un immeuble normal, mais en fait, dedans, c'est peuplé que de personnages de contes. Donc on a Blanche-Neige, qui là joue le rôle de l'adjoint au maire. On a Big Wolf, le shérif de la ville, qui est en fait le grand méchant loup, Big Bad Wolf en anglais. Et on a La Belle et la Bête, on a Cendrillon. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de retrouver des personnages qu'on connaît dans les contes, dans des rôles un peu différents. Donc ça c'est une série qui a été très longue, hein, elle a compté au total 150 numéros. En France, elle a été commencée à être publiée il y a 14 ans à peu près, parce qu'elle avait commencé à être publiée chez Soleil, si je ne m'abuse. Ensuite, c'était Panini Comics qui avait repris le flambeau quand il s'occupait du catalogue DC Vertigo. Et donc la série s'est terminée en janvier dans le catalogue Urban Legends, avec donc ce 25e tome. Alors là c'est un peu particulier, parce que là aussi ils ont fait une double édition Urban. Ils ont fait une version un peu souple, comme celle-ci, qui était dans la continuité des versions de Panini. Et ensuite ils ont sorti une version en rigide, c'est comme ça que font la plupart de leurs volumes chez Urban, en plus rigide, pour faire un peu plus BD franco-belge on va dire. Et la numérotation est différente, il me semble que dans cette version-là, ça se termine au tome 23. Donc en fait, là aussi, particularité, en fait ce 25e tome relié, il n'y a dedans qu'un seul numéro. Puisqu'en fait le numéro 150, il est énorme, il fait à lui tout seul, vous voyez, il fait tout le magazine, quoi, voilà. Mais ça, c'est pour un parti pris que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'il offre une fin à tout le monde. Il y a un conflit qui est en cours dans les derniers tomes, donc il trouve sa conclusion ici. Mais derrière, bon, c'était déjà un peu amorcé dans le tome 24 avec le début de cet arc final, où chaque numéro américain se terminait par une petite histoire de quelques pages, qui s'appelle la dernière histoire de, voilà, les dernières aventures, pour montrer un peu ce qui arrivait à ces personnages après la fin de la série. Donc voilà, il y avait les dernières aventures du prince charmant, les dernières aventures de la belle, ce genre de choses. Et donc bah, là, la première partie donc, conclut l'intrigue, pour le reste, c'est les dernières histoires, donc ça permet un peu de savoir ce qui arrivait à la plupart des personnages une fois la série finie. Donc voilà, globalement c'est une série qui sur l'ensemble de sa vie a été vraiment très agréable. Bon, alors certes, tout le début se centrait vraiment sur la guerre contre l'adversaire, donc à partir du moment où on a découvert l'identité de l'adversaire et surtout que celui-ci a été défait, on a continué à suivre les personnages, mais ça qu'on s'y était habitué aux personnages, donc c'était toujours agréable, c'était jamais embêtant de les lire, c'était toujours agréable, mais on sentait bien qu'après ça il y avait un changement. D'ailleurs c'est vrai que c'est très bien joué, c'est que à la fin de la série, même les héros ils le disent, ils disent ça y est c'est la fin de Fableville, en fait ils disent en fait mais non, Fableville en fait ça s'est terminé le jour de la défaite de l'adversaire, parce que forcément une fois l'adversaire défait, on pouvait tous rentrer chez nous potentiellement, donc Fableville n'avait plus de raison d'être. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça a été très bien mené, même si effectivement l'arc qui a suivi l'adversaire avec le fameux Mister Dark était un poil moins intéressant on va dire, parce que bon c'est le problème souvent de séries comme ça où il y a un méchant de long cours, c'est que forcément c'est difficile d'intégrer après. Ça a été un peu le même problème avec la série Twin Peaks, c'est que pendant très longtemps ça avait été centré sur qui a tué Laura Palmer, donc à partir du moment où on a su qui avait tué Laura, on sent que la série a eu du mal à trouver une autre intrigue. Ils ont finalement réussi à la mettre en place, elle était très agréable, mais voilà, on était quand même moins investi, et c'est un peu ça qui a provoqué la mort prématurée de la série, bon, aidé par le network qui n'a pas mis du sien en fait pour essayer de continuer l'aventure. Donc c'est vrai que Fable ça a senti un petit ralentissement, mais ça a eu quand même pas mal d'histoires intéressantes, notamment il y avait le tome 16, je crois que c'était sur le pays des jouets, qui avait vraiment une histoire très, très sombre,
très tout sa mère et qui franchement avait été très très bien. Donc voilà, c'est une série qui gagne à être lue. En plus, bon, ça a été un des gros succès de Vertigo, qui du coup a décliné a fait pas mal de séries dérivées. La première d'entre elles avait été Jack of Fable, qui en fait se concentrait sur le personnage de Jack de toutes les fables, comme il l'appelle. Donc c'était lui, le Jack et le haricot magique. En fait, ils disent en gros, la plupart des Jack qu'on voit dans les contes, c'est lui. Il a tout fait. Comme en fait, ils disent donc que le prince charmant qu'on voit dans tous les contes, c'est le même en fait dans toutes les histoires. Donc en fait, en gros, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, tout ça, c'est ses ex. Donc on le suit. Donc moi, j'avoue que la série Jack of Fab, j'avais pas trop accroché. En France, sur les 50 tomes contre la série aux États-Unis, on n'avait que 35 tomes qui sont sortis, puisqu'en fait, quand Panini a arrêté, ils avaient publié les 4 ou 5 premiers tomes reliés, et Urban en fait n'a sorti qu'un ultime tome, puisqu'en fait, cette aventure faisait le lien avec Fable, puisqu'avec ce tome-là, le tome 16, qui s'appelle La Grande Alliance, en fait, c'est une série, enfin, ça contient un crossover entre Fable, Jack of Fable et une mini-série qui est sortie à l'époque, puisqu'en fait, l'adversaire qu'ils affrontent dans cette aventure-là, c'est des personnages qui sont dérivés des aventures que connaît Jack. Puisqu'en fait, dans cette histoire, donc Jack est banni de Fableville pour de bon, parce qu'en fait, dans cette version-là, Jack c'est un gros arnaqueur en fait, il arnaque tout le monde, il fait toujours des petites magouilles. Donc là, ils en ont marre, ils le dégagent. En fait, on le suit dans ses pérégrinations, c'est pour ça que le personnage est un peu pas très agréable, donc c'est un peu lourd. Et en fait, en se baladant, il se retrouve embringué dans une espèce de camp de concentration où en fait sont séquestrés des fables qui sont arrêtés par un groupe. Et en fait, ça part de là, donc ils se retrouvent séquestrés là-bas, ils essayent de s'enfuir. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte que les gars qui géraient ce camp sont liés avec les littéraux. C'est-à-dire, c'est pas des personnages de contes, c'est carrément des thèmes d'histoire, quoi. Dans les littéraux, il y a action, il y a romance, il y a frisson, je sais plus, enfin, de mémoire, hein, ça fait un petit moment que j'ai lu. Et donc voilà, donc en fait cette histoire c'est une grosse conclusion, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas publié la suite Urban. En fait une fois arrivé là, le reste de la série, de ce que j'en ai lu sur internet, que j'ai pas acheté en VO quand même, j'ai pas poussé jusque là. En fait ça part sur autre chose, c'est plus Jack le héros, c'est un autre personnage qui lui est lié, mais je ne révélerai pas de quelle façon pour éviter de spoiler. Donc c'est très différent. Puis bon voilà, en fait là ça s'arrête avec ce tome là de Fable, on a jusqu'au numéro 35 de Jack of Fable, donc il restait genre 15 numéros derrière. C'est vrai que ça aurait été sympa de le lire, mais bon ça me paraissait pas capital. Donc c'était la première série dérivée. Et la deuxième qu'il y a eu, ça a été la série Ferrest. Alors celle-là elle est un peu plus intéressante, puisqu'en fait elle développe des personnages secondaires qui n'ont pas pu être traités dans la série, ce qui est déjà pas mal de choses. Donc ça permet un peu de les développer. Par exemple là, dans ce tome-là, on découvre ce qui est arrivé à la Belle au Bois dormant après la bataille finale contre l'adversaire. Il y a des histoires qui sont liées à d'autres personnages, au prince charmant, et notamment il y a eu le tome 5, le tome 4 pardon, qui s'appelle Des souris et des hommes, est lié à Cendrillon. Et c'est très rigolo, c'est que je l'ai lu ce tome-là, mais j'avais pas lu, il y a eu aussi, attends que je me sorte de mon tas, il y avait eu ce one-shot Cendrillon, justement, qui est entièrement centré sur le personnage de Cendrillon, puisque là aussi, vraiment pour déstructurer un peu les mythes, dans l'univers de Fable, Cendrillon c'est un agent secret, c'est l'agent secret de Fableville, et donc en fait dans ce tome il relie deux mini-séries qui étaient sorties centrées sur elle, et en fait dans l'épisode, dans le tome 4 de Ferrest, ça fait suite à cette mini-série là, donc c'est vous qui ne les avez pas encore lu, donc je me suis fait un petit peu spoiler, du coup ça m'a motivé à me les relire, donc bon, ça reste sympathique à lire, ça reste, c'est pour ça que c'est pas devenu une série régulière, je pense que ça reste sympathique, mais ça méritait pas non plus d'avoir une série régulière. Donc c'est deux mini-séries qui sont sympas, qui creusent un peu le passé de Cendrillon, et voilà, qui restent dans la veine de la série, de l'ensemble de la série, vraiment très sympathique. Il y a eu aussi ce tome-là qui est inclus dans la série Ferrest, mais qui en fait n'a pas de numéro, il est un peu à part, qui s'appelle Les Belles et la Bête. Et en fait, on voit Cendrillon enquêter sur une série de meurtres qui a lieu dans Fableville, et qui se retrouve à la suite de son plein gré, parce qu'elle n'est pas shérif, hein, elle est juste agent secret, elle n'est pas censée être enquêtrice. Elle se retrouve à devoir enquêter sur ces meurtres, et découvrir qui est derrière tout ça. Donc là aussi, c'est une série qui on pourrait penser qu'elle est anecdotique, mais pourtant, elle permet là aussi de remettre le coup de projecteur sur un personnage un peu oublié de la série régulière, qui a fait son grand retour dans cette série, et ça permet de conclure son histoire, et c'est pas mal. Voilà, donc pour conclure, autre dernier titre, c'est celui-là qui m'a donné envie de lire la série, c'est qu'en fait, Fab, j'en avais entendu parler, mais quand Panini l'a sorti, je savais pas trop, ça valait le coup d'où je m'y lance. Donc il y avait ce one-shot, ça s'appelait Mille et une nuits et neige,
Et en fait, c'est plus ou moins une préquelle de la série où en fait Cendrillon qui essaye de trouver des... Non, Cendrillon, n'importe quoi. Blanche-Neige qui essaye de trouver un peu des alliés pour affronter l'adversaire, se retrouve dans une sorte de pays des mille et une nuits. Elle se retrouve à devoir raconter des histoires à son hôte pour essayer de le convaincre, pardon, de rejoindre leur guerre. Et donc en fait, ça raconte plusieurs histoires courtes, plusieurs histoires de personnages de la série qui un peu expliquent leur passé à l'époque où ils étaient encore dans les royaumes. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de creuser les personnages. Et c'est de lire ce one-shot-là qui m'a donné envie de lire la série. Et franchement, j'ai pas regretté parce que j'ai adoré. Voilà. Et donc pour conclure, je garde pour la fin parce que je vais pas trop m'étendre. J'en avais déjà parlé. The Wolf Among Us, j'avais fait une vidéo dessus pour le jeu. Donc là aussi, c'est une série par Telltale, donc on connaît via Walking Dead, qui a fait un petit jeu par épisode tiré de l'univers de Fable. Et franchement, qui est très bon. Franchement, j'ai adoré. J'ai même plus aimé que Walking Dead, que ce côté enquête, un peu de l'univers de Fable. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là aussi, je vous en avais déjà parlé, je vous le reconseille encore. Donc voilà, Fable, c'est vraiment une série qui a marqué le catalogue Vertigo. Je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver comment la remplacer maintenant que c'est terminé. Et puis d'ailleurs, je pense aussi que pour cette série, la série Once Upon a Time peuvent leur dire merci, parce que franchement, je pense qu'ils se sont méchamment inspirés de Fable pour faire cette série, parce que ce principe des personnages de contes qui se retrouvent dans le monde réel, ça c'est méchamment inspiré de Fable. Donc voilà, Fable, ça c'est terminé. Adieu, franchement, c'est une très bonne série, encore une fois, de très grand Vertigo. Je vous conseille, ne serait-ce que la série, au moins la série régulière. Donc en 25 tomes, elle est vraiment très très bien, elle se suffit à elle-même. Je vous dis, toutes les séries dérivées, c'est intéressant si jamais vous aimez cet univers, vous aimez ces personnages, ça vous permet de rentrer un peu plus dans cet univers. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille, franchement, Fable, c'est un super moment. En plus, au pire, si vous n'êtes pas très lecture, j'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs comme quoi une adaptation se préparait. Alors je sais pas si c'est un film ou une série, ça se prêterait plus à une série, je pense. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Donc si vous voulez faire précurseur, faire haha mais moi voyez, ce truc là je le connaissais avant, n'hésitez pas à lire. Moi franchement cette série je lui mets un 8 parce que franchement ça a été un grand moment de lecture, un grand plaisir de lecture pendant toute sa publication. Donc c'est dommage, c'est fini. Bon maintenant va falloir trouver d'autres séries. Donc là bon il y a la série Ferrest aussi qui se termine au mois de février. Donc je vous reviendrai sur ce 5e tome, pas dans un focus, mais j'y reviendrai dans les chroniques habituelles du mois de février. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Fable. Au revoir Fable, tu me manqueras. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle version de Qu'est-ce qu'on lit ce soir vous a plu, va donner envie d'en voir plus. Alors je suis désolé, c'est une première, j'ai été assez long. J'essaierai d'être un peu plus court la semaine prochaine, le mois prochain. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, cette nouvelle version. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préférez l'ancienne version où je traitais juste une série comme ça N'hésitez pas à participer, c'est vous qui faites cette chaîne, je la fais pour vous, pour interagir avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger sur les titres qui ont été traités. S'il y a d'autres séries que je n'ai, enfin d'autres mangas, d'autres comics que je n'ai pas parlé dans cette émission, que vous pensez qu'ils mériteraient que j'y jette un œil, n'hésitez pas à le laisser et j'en parlerai peut-être dans un prochain numéro. Voilà, bah écoutez, merci encore de m'avoir suivi aussi longuement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir?